De l'économie linéaire à l'économie circulaire, la gestion durable des déchets à l'Université de La Réunion, la mise en perspective territoriale à La Réunion, cela vous intéresse? Alors restez avec nous, nous abordons cette thématique maintenant avec Bruno Mallet d'Amour. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour cette troisième partie consacrée au développement du protecteur, le programme pour le développement de la responsabilité sociale et environnementale à l'Université de La Réunion. Et nous abordons la question de l'économie linéaire à l'économie circulaire d'un point de vue territorial. Et nous verrons comment cela peut se décliner pour une gestion des déchets raisonnée à l'Université de La Réunion. Bonjour Bruno Mallet d'Amour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes heureux de vous retrouver. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que vous êtes chargeur en physique de l'habitat, vous êtes chargé de mission Éco-Campus pour l'Université de La Réunion, vous êtes responsable du Master 2 Génie Civil pour la question du développement et de l'environnement, et puis vous êtes chercheur au laboratoire de physique et d'ingénierie mathématique pour l'énergie et l'environnement à l'Université de La Réunion. Alors c'est le troisième épisode de cette série consacrée aux protecteurs. On a vu à quel point c'était passionnant. Nous avons fait dans la première partie une mise en perspective un petit peu globale, on va dire internationale, mondiale, terrestre si on peut dire. L'humain sur Terre, comment est-ce qu'il peut se développer, comment est-ce qu'il peut éviter de trop endommager effectivement bien le macrocosme dans lequel il est. Et puis maintenant nous allons nous intéresser à la question des déchets à l'Université de La Réunion. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir un raisonnement purement local ou est-ce qu'il faut s'inscrire vraiment dans une dynamique, une approche systémique au niveau territorial? Alors merci beaucoup de me convier à cette nouvelle discussion, cette nouvelle causerie. Il est important quand même de démontrer que sur du flux de matière, parce que le déchet c'est de la matière, sur les flux de matière il faut quand même avoir, je pense, une approche plutôt territoriale. On est dans un microcosme insulaire, on est quand même déconnecté des grands réseaux, donc il faut garder en tête que la gestion doit se faire en intra plutôt qu'en externe. Donc à La Réunion, on a une problématique de gestion des déchets qui est assez particulière. Quelque part, on est loin donc de l'utilisation des déchets pour faire de l'énergie comme il y a en métropole avec les grandes voies d'incinération. À La Réunion, deux bacs existent. On a le bac vert, ordures ménagères résiduelles, l'OMR, et on a donc le bac de tri, dont les consignes varient d'une localisation à une autre, bien évidemment, en fonction du réseau donc de traitement qu'il y a donc en seconde phase. Alors, ces deux bacs donnent lieu en fait à ensuite une gestion du déchet, une traduction du déchet dans différents éléments. Donc, il y a une partie, 65%, c'est le cas actuel, 65% des déchets qui sont enfouis, une partie des déchets qui sont exportés, on parle beaucoup en fait des déchets recyclables comme le PET et les bouteilles d'eau, et une partie part en valorisation matière. Donc, on parle ici notamment surtout des déchets verts. 65% enfouis, ça reste quand même très discutable quand on sait que l'Europe fixe ses taux très proches de zéro. Oui, alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on transfère aux générations futures le traitement de ces déchets. Enfin, comment est-ce qu'on peut raisonner comme cela? Oui, tout à fait. En fait, c'est de toute façon une gestion quelque part qui a été faite d'époque, puisqu'il y avait aussi un flux de matière qui était à l'image du nombre d'habitants sur l'île. Bien évidemment, les choses s'accélèrent, on passera le million d'habitants dans quelques années, mais en parallèle de cela, nous avons une situation en 2023 qui est un peu particulière, c'est-à-dire que les centres d'enfouissement technique commencent à se saturer. Donc ça veut dire que l'enfouissement n'est plus la solution. En plus de ça, on est sur une île, bien évidemment, le foncier n'est pas extensible. On sait que on a un rapport 60-40 des zones qui sont protégées, puisque la Réunion fait partie donc certaines zones de la Réunion font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on ne peut pas y toucher. En plus de ça, l'export est limité. Et quelque part, à juste titre, j'ai envie de dire, puisque pourquoi ça serait aux autres de traiter nos déchets? D'autant qu'il faut les transporter, il faut les voilà, et puis après on connaît les conditions de la main d'œuvre aussi dans certains pays. On est proche de l'esclavage moderne. Et en plus de ça, certains pays qui justement traitaient, donc je parle plutôt des pays asiatiques, qui traitaient une partie de nos déchets, pour ne pas les citer, les déchets recyclables, PET, certains types de plastique, ne veulent plus.
Parce qu'en fait, la problématique, c'est que les pays qui sont développés ont considéré que finalement, l'Asie était quelque part la poubelle. La poubelle qui arrivait à gérer. Sauf que les flux qui sont arrivés en Asie ont été beaucoup trop importants, ils n'arrivent plus à gérer. Il y a bon nombre d'émissions d'ailleurs qui sont sur ce thème-là, qui démontrent, alors, notamment le plastique, et là vous avez vu sur le graphique, il y a présence de plastique. Oui. Le plastique est une plaie en termes de déchets. Ça a été quelque part à la mode dans les années 80-90. Le plastique, c'est fantastique, bien évidemment. Le caoutchouc super doux, ça, on ne le dit pas. Mais le plastique a révolutionné quelque part aussi l'agroalimentaire. Ça permet d'améliorer donc la conservation des aliments, etc. Ça a permis aussi d'aborder d'autres éléments dans d'autres secteurs. Le secteur de la construction, beaucoup de plastique se retrouve dans le secteur de la construction. L'adduction d'eau potable se fait généralement via des canalisations en plastique, en PEHD d'ailleurs. Tout ceci permet de comprendre que les déchets qu'on génère, tant dans les deux bacs qui sont présentés à l'écran, mais aussi dans tous les autres secteurs. Il faut changer de paradigme. En plus de ça, dans les projets territoriaux, il y a la création d'une unité de valorisation énergétique. Donc il se situera sur Pierrefonds. Cette unité de valorisation énergétique souhaite répondre à un problème donc, de production d'énergie. On va brûler du déchet, une partie des déchets, pour pouvoir produire de l'électricité. Donc on parle de 50% de déchets verts et les 50 autres pourcents ce seront donc des OMR, des ordures ménagères résiduelles. Le problème c'est que je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle la seule unité de valorisation énergétique sera la clé pour gérer tous nos flux de déchets. Et on en produit énormément. On le voit, il y a des aberrations, peut-être Christophe vous avez déjà vu, mais dans les commerces, vous avez des fruits qui sont vendus sans peau et qui sont vendus dans des barquettes en polystyrène, le polystyrène très dangereux d'ailleurs et qui d'ailleurs ne se recycle pas, avec un film de polystyrène également. On est dans une aberration. En fait, la société doit vraiment muter et essayer d'avoir une réflexion différente. Il y a des initiatives, hein. Il y a beaucoup maintenant de marques qui souhaitent s'ancrer là-dedans en faisant en sorte d'avoir donc du packaging qui soit respectueux. Du papier, du carton, etc. Bon, bien évidemment, ces éléments ont aussi un impact, surtout dans la production du carton ou du papier. Mais la première, oui, c'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question de se savoir si finalement, le premier levier d'efficacité pourrait pas être effectivement l'éviter de produire ces déchets. C'est évident. Donc là, ça relève, et donc ça me renvoie sur finalement vous me donnez la main pour vous poser la question suivante, c'est comment est-ce qu'on passe de l'économie linéaire à l'économie circulaire, parce que finalement tout cela doit faire sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que l'on utilise comme matériaux doivent être réutilisés. Il faut le penser dès le départ, quoi. Mais y compris dans la chaîne industrielle. Totalement. Et je vais rebondir sur un élément que vous avez dit. Le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne crée pas. Donc avant tout, il faut avoir une réflexion sur la réduction des déchets. C'est évident. De toute façon, on est ancré dans une dynamique quelque part économique qui continue à créer du déchet. Donc si déjà on a une réflexion à la base de dire, ok, en fait le flux entrant, on essaie quand même de le limiter, ça sera déjà pas mal. Après, le flux sortant, parce qu'il y a un droit naturellement donc des déchets, il faut essayer d'avoir une approche qui peut être un peu différente de ce que l'on souhaite faire, notamment à La Réunion, peut-être aller vers un changement de paradigme. Et par changement de paradigme, je dirais, il faudrait aller vers de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Alors, il y a énormément de théories, énormément de chercheurs qui ont travaillé sur ces aspects-là pour démontrer que l'économie circulaire était la clé. La clé pour bon nombre de choses, puisque quelque part, parmi les effets escomptés de l'économie circulaire, il n'y a pas qu'un mode de gestion, il y a aussi tout un calibrage de la chaîne globale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour passer de ces deux types d'économie, alors moi je suis physicien donc j'aime bien cette phrase-là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors la transformation peut se faire de façon énergétique, comme on l'a vu, ça va être un des projets de La Réunion avec l'unité de valorisation énergétique, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses qui peuvent avoir peut-être plus de poids sur notre économie locale. L'Europe par contre essaye de prévenir la production de déchets, fixe d'ailleurs des seuils, essaie de promouvoir leur réutilisation et leur recyclage. Alors ça c'est hyper important parce que parmi les scénarios européens, il est mentionné réutilisation, recyclage. Il n'est pas forcément mentionné valorisation énergétique. Bien évidemment, l'UE fixe aussi le cadre pour assurer un traitement adéquat des déchets. Alors l'idée c'est pas de réutiliser des déchets pour les réutiliser, en faisant tout et n'importe quoi bien évidemment, parce qu'il faut avoir une réflexion de bon sens, je dirais. Et la réflexion de bon sens, ça passe aussi par exemple
valoriser le savoir-faire des universitaires. Hmm. L'objectif général, ça va être de protéger l'environnement de la santé humaine, bien sûr, et de lutter aussi contre le changement climatique. Alors, faire un lien avec le changement climatique, quelle est-elle? Bien évidemment, si on arrive à valoriser le déchet et en faire une ressource localement, ça veut dire qu'on va peut-être moins importer. Si on importe moins, on réduit l'empreinte carbone territoriale. Et je pense que ça fait partie des éléments clés où les politiques actuelles doivent se saisir de cette question-là. Nous aborderons bien sûr un thème qui est le thème que je souhaite donc développer à l'université via le protecteur, hein, c'est ce qu'on a essayé de convenir comme feuille de route, c'est la valorisation matière, du déchet à la ressource. Alors c'est tout un programme. Alors c'est vrai que bon, je veux dire qu'aujourd'hui les collectivités, enfin je veux dire la question du déchet est quand même largement appréhendée. L'approche, effectivement, vous disiez par exemple que l'Europe n'impose pas aujourd'hui la transformation énergétique, la transformation qui va vers l'énergie. Ça s'explique comment en fait? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ce choix réglementaire? Alors l'Europe n'impose pas, mais quand même elle considère que la valorisation énergétique est une des voies de valorisation. Ça c'est clair et net, il faut quand même le garder en tête. Mais l'Europe a tout un laïus d'ailleurs qui explique cela, en précisant que la valorisation matière a plusieurs conséquences, et notamment une conséquence sur le PIB. En fait, ça permet de dynamiser l'économie en ayant pour objectif de pouvoir essayer d'identifier comme ressource n'importe quel déchet, avec tout type donc, de discipline associée. D'ailleurs, à ce propos, à l'Université de La Réunion, on a cette philosophie que l'on souhaite développer. Je parlais tout à l'heure de valorisation matière du déchet à la ressource. Là, vous avez un petit graphique. C'est-à-dire que des deux bacs que l'on connaît très très bien, OMR et bac de tri, et je dirais on en loupe beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres types de déchets. On a les D3E, les déchets électroniques et informatiques notamment. On a donc du mobilier, etc., qui ne vont pas dans ces deux bacs-là. Et pourtant, c'est quand même du déchet que l'on produit. L'idée dans la philosophie que l'on souhaite mener à l'université, malgré nos faibles flux, c'est de pouvoir faire en sorte d'aller vers de la collecte et vers de la transformation. Effectivement, transformation énergétique, parce que il ne faut pas quand même, faut essayer d'avoir une approche où toutes les solutions sont quand même bonnes à prendre. Mais elles ne doivent pas être majoritaires. La transformation matière, c'est intégrer les déchets dans un nouveau cycle de distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est une étude qui a été menée à l'Université de La Réunion par des chercheurs d'ailleurs de l'université, où il était précisé que pour qu'on puisse répondre aux objectifs de développement durable, aux 17 ODD, pour être en phase avec une logique d'économie circulaire, pour être en phase avec les préconisations de l'Union européenne, eh bien, il faut avoir une valorisation matière qui soit la plus importante possible. Donc on a estimé à 55%. Sur le territoire de La Réunion, 55% de valorisation matière, 45% de valorisation énergétique, supprimer l'exportation et supprimer l'enfouissement. L'enfouissement tombe à zéro également. Exactement. C'est hyper important. En faisant ce fonctionnement-là, ça va permettre d'avoir plusieurs conséquences. Le développement de microfilières, pourquoi pas. Essayer justement de produire de l'électricité qui soit moins carbonée. L'université, dans ce cadre-là, est à l'initiative. Elle souhaite capter, trier, valoriser sur le territoire. C'est simple. En gros, on va faire en sorte d'identifier des issues matières aux différents flux de déchets. Alors, c'est un objectif qui est hyper ambitieux, parce qu'à l'échelle du territoire même, c'est pas forcément fait. Mais on pense que l'université a un rôle qui est sociétal, et ça on le sait très bien. On va former, sensibiliser, innover, bien évidemment, mais donc on doit aussi donner envie au territoire de faire différemment. Et si on arrive à le démontrer sur un microcosme de 20 000 personnes, peut-être que ça pourra donner envie à nos politiques de faire autrement sur 860 000 personnes. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous disiez, puisque nous sommes dans une causerie gouvernance universitaire, et aussi l'université a une responsabilité en termes d'insertion professionnelle, et notamment au travers de la recherche et de l'innovation, faire en sorte que demain, de l'université, sortent les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs territoriaux, par exemple. Exactement. Et donc, effectivement, avec des démonstrateurs grandeur réelle, au niveau d'une université, on peut ensuite imaginer que des startups se créent dans ces domaines-là, etc., issus effectivement des travaux de recherche, donc pour la transformation énergétique, la transformation matière. Dieu sait s'il y a des éléments de recherche, de science derrière tout cela. Et donc je pense que l'université est le mieux armée pour pouvoir, pour faire de la recherche-développement sur ces questions. Totalement. Alors, comment tout cela va donc se concrétiser
pour l'université, donc qui est une université insulaire, elle a un rôle sociétal important. Comment est-ce que vous allez piloter tout cela? Alors pour structurer le circuit valorisation matière, il y a un petit schéma qui va apparaître à l'écran, qui synthétise un petit peu comment en structuration, outils, solutions et objectifs et résultats. Donc la structuration, c'est l'identification en premier lieu et la quantification des différents flux de déchets. Ça passera forcément et naturellement par un diagnostic. D'ailleurs, nous serons prochainement probablement accompagnés par l'ADEME, l'ADEME d'ailleurs qui est vraiment un acteur principal et incontournable de ces aspects. Identifier, quantifier nos différents flux de déchets, identifier des acteurs de la valorisation matière sur le territoire. Et vous verrez que quelque part, c'est pas utopique en fait d'imaginer les choses comme ça, puisqu'on a 3 exemples après, deux exemples de valorisation en cours et un exemple de projet de valorisation. Identifier des acteurs en valorisation matière sur le territoire, en effet, parce que le territoire s'organise pour essayer de valoriser nos déchets. Tant sur le verre, tant sur le plastique, tant sur le papier, il y a des initiatives. Des initiatives qui sont peut-être à l'échelle de PME, petites et moyennes entreprises, mais comme nos flux ne sont pas conséquents, il peut y avoir une logique derrière quand même. Alors associons nos flux de déchets pour faire de la matière première pour nos PME. Outils et solutions, donc ça va être des conventions partenariales que l'on a menées et que l'on mènera par la suite pour extraire le flux de déchets du réseau de collecte classique. Et enfin, de multiplier les partenaires pour essayer d'accroître l'indépendance de l'université sur la valorisation de ces déchets. Tout cela, quels sont les objectifs escomptés? Donc bien évidemment réduire nos déchets. Alors il y aura forcément des campagnes de sensibilisation pour tenter de réduire au maximum les déchets de l'université, donc c'est réduire nos déchets, avoir une valeur ajoutée sur le territoire, bien évidemment, sensibiliser la communauté. Si on arrive à faire en sorte que nos étudiants voient le déchet comme une ressource, moi je suis persuadé que dans 10 ans ça fera de futurs peut-être techniciens, de futurs étames, de futurs ingénieurs qui se saisiront de ces questions et qui essaieront d'innover avec des choses que l'on n'imagine pas actuellement. Influencer les politiques régionales, développer de nouvelles compétences ou de nouvelles formations, parce que c'est tout un métier quand même de valoriser de la matière. C'est toute une science aussi. Toute une science. C'est toute une science. Et toute une industrie aussi. Et toute une industrie, effectivement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la science, elle n'est pas encore aboutie sur ces questions-là. On ne sait pas encore totalement comment on va valoriser le plastique. Il y a plusieurs solutions qui existent, mais c'est des solutions qui sont toujours un peu critiquables. Mais je fais partie des personnes qui disent que mieux vaut une solution qui marche à 50 ou 60% qu'une solution qui ne marche à 100%, mais qui est tellement compliquée à mettre en œuvre qu'elle ne verra jamais le jour. Enfin, développer de nouveaux métiers, puisque la valorisation matière va forcément entraîner donc, le développement de nouvelles formations et donc naturellement forcément entraîner le développement de nouveaux métiers sur le territoire réunionnais. L'université insulaire au cœur d'un rôle sociétal pour la durabilité et la résilience, c'est en gros la petite phrase qui synthétise globalement ce schéma. Alors, oui, donc ces démonstrateurs sont aussi de fabuleux terrains d'expérimentation et de formation. C'est-à-dire qu'au travers des projets qui pourront être menés par les équipes d'enseignants-chercheurs et les étudiants, il peut y avoir derrière ça, comme on le disait tout à l'heure, des entreprises. Ça participe aussi à l'acculturation eh bien des personnes, voilà, des étudiants et des futurs citoyens. Et donc, c'est un cercle vertueux en réalité. Tout à fait. Alors cette question de l'économie sociale et solidaire aussi, puisque là on est vraiment dans cette thématique. On a eu l'occasion à l'Université de La Réunion de faire des émissions spécifiques sur ce sujet. On a vu des entreprises, par exemple les palettes de Marguerite, qui récupèrent des palettes pour en faire des meubles. Tout à fait. Et d'ailleurs qui constituent le décor de l'émission ESS avec les palettes qui ont été transformées en mobilier. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses. Alors la question quand même c'est l'énergie, c'est-à-dire que souvent on peut se poser la question, effectivement si donc là vous produisez de l'énergie, donc plus d'enfouissement, plus d'exportation, de l'énergie, puisqu'il faut de l'énergie pour transformer. Oui. Et donc cette énergie, finalement, on la produit à partir du déchet. On peut avoir cette réflexion-là. On peut aussi imaginer des dispositifs constructifs ou des dispositifs technologiques qui permettent de valoriser la matière sans forcément utiliser de l'électricité. Alors, est-ce qu'on pourrait justement, du coup, peut-être regarder des exemples de projets? Complètement, voyons ça ensemble. Alors sur les différents flux qu'on a à l'université, et puis c'est une liste qui n'est pas exhaustive bien évidemment, mais déchets universitaires, c'est du papier, du carton, du plastique, des déchets verts, du déchet alimentaire, du verre, des mobiliers, des déchets donc, électriques, et notamment informatiques.
je vous donne donc cet petit exemple là de valorisation du mobilier et des déchets électriques et informatiques. On a passé une convention avec l'ADRI. Donc l'ADRI est une association qui a des ateliers et des chantiers d'insertion et qui se veut être bien évidemment vertueuse. Elle valorise ces deux types de déchets de l'université en équipement informatique redéployé, pour les familles qui sont en situation de fracture numérique. Donc il y a quand même un rôle sociétal, même plus qu'un rôle environnemental ici. Ils forment à la réparation. Donc la communauté universitaire, dans la convention, on a établi cela. On peut avoir des ateliers de réparation. Donc si on arrive à réparer, déjà on arrive à éviter qu'on ait un déchet. Ça c'est hyper important. Enfin, dans la partie immobilier, l'ADRI récupère aussi le mobilier usagé de l'université pour en faire de nouveaux meubles. Et il y a d'ailleurs une micro-filière qui s'est développée là-dessus, avec des meubles qui sont d'ailleurs au demeurant magnifiques. C'est incroyable en fait de passer de cet état de tables qui sont relativement abîmées à des fauteuils, à des rocking chairs. Ils arrivent à faire des rocking chairs notamment. Il y a vraiment de la créativité derrière ça, du Oui, design. tout à fait. Ils ont été accompagnés d'ailleurs pour ça, il y a des architectes, etc. Mais il y a vraiment une logique derrière. Donc finalement, actuellement, à l'université, nos déchets électriques et nos mobiliers ont une issue. Preuve que ça fonctionne. Preuve que ça fonctionne. Alors bien sûr, il faut multiplier ce type d'initiative. Donc on pense aussi, par exemple, à pouvoir redéployer une partie de notre informatique pour la fracture numérique dans les écoles. Donc je sais qu'il y a un travail qu'on est en train de mener actuellement avec le vice-président numérique, où l'idée c'est peut-être aussi d'aller identifier d'autres solutions, d'autres partenaires, qui puissent essayer de faire en sorte que ce qui chez nous va être stocké dans une salle qui ne sera jamais utilisée puisse être demain en fait un objet d'acculturation de nos jeunes élèves à La Réunion. Absolument, oui. Donc ça c'est vraiment un bel exemple donc à travers la DRI. Vous avez d'autres projets comme ça de gestion des déchets raisonnés? Tout à fait. Un autre exemple, ça va être sur l'utilisation du plastique. Alors le plastique, c'est on va dire un matériau que on va dire que j'essaie d'aborder dans mes recherches, parce que je pense que le plastique est en phase en fait avec le secteur du bâtiment. Moi étant chercheur en physique du bâtiment, le bâtiment étant construit pour 50 ans, c'est généralement la durée de vie d'un bâtiment avant de grosses maintenances. Le plastique a une des problématiques lorsqu'il est un déchet, c'est justement le temps. Sa durée de vie. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais par contre, si on le réexploite sur des applications qui durent dans le temps, ça peut avoir du sens. Alors ça, c'est un projet de valorisation. C'est-à-dire que c'est des questions, un brainstorming qu'on a commencé à mener. On a commencé à regarder des partenaires potentiels et on a identifié notamment un mécanisme qui s'appelle le Bibot. C'est on va dire un broyeur à plastique qui est positionné dans le réseau de certains commerces et qui permet de broyer le plastique. Et la politique qu'il y a derrière est hyper intéressante parce que c'est une politique incitative. On vient avec nos bouteilles, on broie, on obtient des copeaux. Donc je mets cet aspect de copeaux après sur le côté, mais qu'est-ce que la personne qui vient broyer son plastique il a donc des réductions dans le commerce en question. On pourrait nous imaginer avoir une réduction sur les repas du Crous, sur des bons de réduction peut-être pour des activités culturelles, etc. Donc il y aura une logique. La logique incitative, la politique incitative, je pense que c'est la meilleure des politiques à avoir dans le cas de déchets et surtout dans le contexte d'une université. Les copeaux plastiques. C'est un article qui a été publié récemment par le laboratoire Piment. D'accord, vous êtes travaillé sur ces sujets au niveau du laboratoire Piment. Tout à fait, exactement. Alors non pas sur des aspects de physico-chimie, mais plus sur des aspects plutôt pratiques, puisque je fais partie des chercheurs qui considèrent que des petites solutions pratiques et souvent très simples sont peut-être la clé de grands problèmes. On a souhaité justement identifier le potentiel des copeaux de plastique. Alors, copeaux de plastique, on peut se dire, oui, attention, si ça arrive en mer, avec les tortues, etc. Oui. Mais si on les stocke, et si on les stocke dans le bâtiment, si on les stocke dans des plafonds, on a essayé de se poser cette question-là en faisant des mesures, parce qu'en fait, on a pas mal de plateformes expérimentales à l'université qui permettent de faire ces mesures à grandeur réelle, et on a constaté que des copeaux plastiques en vrac permettaient d'être aussi performants en isolation thermique que la laine de verre, que la ouate de cellulose.
Oui, parce que la laine de verre, c'est pas forcément plus écologique que l'utilisation Tout à fait. de plastique. Mais ces copeaux de plastique, alors c'est la question de la durée de vie, parce que bon, là on est sur des cycles de vie qui sont longs. On est de quel ordre de grandeur sur du plastique par exemple? Sur du plastique, en fait, on pourrait imaginer qu'à la phase de déconstruction du bâtiment, ce plastique soit absorbé, aspiré, tout simplement, parce que comme on est sur des éléments mécaniques, aspiré, redéployé dans une autre construction. C'est-à-dire qu'en fait c'est recyclable longtemps en fait. Totalement, le plastique, en fait, on est parti pour 1000 ans. Ah oui. Oui, totalement. C'est d'ailleurs le grand problème. Oui, mais c'est pas Le grand biodégradable en fait. C'est pas biodégradable. Ouais. Et puis, ça a un avantage dans le bâtiment, surtout dans un contexte comme le nôtre qui est climat tropical humide, c'est qu'il est hydrophobe. Ce qui fait que là où la laine de verre, par exemple, avec les cycles d'humidité, de variation d'humidité, elle aura tendance à s'affaisser. Et le problème d'une laine de verre qui s'affaisse, son pouvoir isolant, c'est justement toute l'air qu'elle contient. Si on l'affaisse, elle contient moins d'air. Donc elle est moins performante en termes d'isolation. Avec le plastique, on n'a pas ce problème. Alors comment est-ce qu'on passe à l'échelle par exemple là? Donc c'est un travail de recherche mené par le laboratoire Piment sur une question qui touche à l'environnement, effectivement, aux constructions du bâti. Comment est-ce qu'on fait le transfert vers l'entreprise, vers l'industrie? Comment est-ce que tout ça peut être mis en œuvre au final? Alors déjà, forcément, si c'est pour l'instant les paillasses de recherche, ça nécessite quand même un développement pour ne pas produire une technologie ou ne pas produire un procédé qui finalement, on se rendra compte dans 2 ou 3 années, peut avoir un impact encore plus important sur l'environnement. Donc ça nécessite des recherches complémentaires, ça c'est évident. Mais l'avantage de ce type de technologie, ce type de procédé, c'est que un industriel, donc une PME, peut se saisir de la question, puisque en termes de technicité, c'est quelque chose qui est très abordable. On nettoie, on broie et on insuffle. Et Oui, la technologie d'insufflage, elle fonctionne très bien. C'est la ouate de cellulose. Il y a même des entreprises qui le font à La Réunion. Oui. Tout à fait. Donc il y a bien évidemment un transfert à faire. Et c'est important pour l'université de comprendre que la recherche fondamentale est nécessaire, c'est évident. Et la recherche appliquée peut avoir un rôle sociétal territorial. Et je pense que tout et chacun doit se saisir de cette question-là. C'est hyper important. Très et bien. En plus, on est en phase avec valoriser le savoir-faire universitaire. Oui, mais là, pour le coup, issu des laboratoires de l'université, donc tout est effectivement... donc il faut transférer maintenant vers le réel, c'est-à-dire la construction du bâti, l'isolation, et privilégier si effectivement cela montre effectivement son intérêt sur la durée. C'est-à-dire que vous avez à confirmer un certain nombre d'études. Alors vous avez aussi un autre projet à nous présenter, un autre exemple de gestion raisonnée des déchets. Exactement. Alors c'est un projet qui est en partenariat avec les bibliothèques universitaires. D'ailleurs, ils ont été à l'initiative de cette initiative et c'est, je trouve, une initiative qui a tout son sens dans une logique d'économie, de partage, d'économie solidaire. Vous avez un ensemble considérera des déchets, ce que j'appellerais des déchets régionaux. Tout et chacun, on a tous du mobilier chez nous qui ne sont plus soit en état qui ne sont plus utilisés tout simplement, de l'électroménager superflu, on a souhaité avoir la version 2.0 alors que la 1.0 elle fonctionne très bien, de l'informatique qui gravite chez nous et qu'on n'utilise pas, pourtant c'est du matériel qui peut encore fonctionner, des vêtements, des livres, des décorations, du linge maison, de la vaisselle, etc. Et bien tous ces éléments-là, qui sont des encombrants chez nous, ça peut être peut-être une ressource pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens de l'acquérir. Et quand on sait, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont démontré la précarité de la population estudiantine, ce genre d'initiative dont je vais vous faire état est une initiative, je pense, qui a vraiment du sens. Ça s'appelle la collecte de dons et la foire aux dons. Les BU, en partenariat avec la mission Ecocampus, ont souhaité donc développer cela. On a une phase de collecte des dons, donc c'est un appel aux dons qui est diffusé au niveau des mailings de la communauté universitaire, dans les newsletters Actu Ecocampus de l'université. On essaye de diffuser largement. Ça nous permet en fait de récupérer un certain nombre de dons. Donc en général, on demande quand même que ça soit fonctionnel. Bien évidemment, l'idée c'est pas de se débarrasser de déchets, c'est de l'encombrant. D'accord ? On essaye de se désencombrer en apportant donc des solutions à nos étudiants. Donc première phase, on collecte. Deuxième phase, donc à la rentrée universitaire, on place justement ces fameuses foires aux dons et les étudiants viennent récupérer gratuitement. Donc c'est différents une sorte de braderie. Tout à fait. Un petit marché aux puces. Un petit marché aux puces, mais où on peut, c'est un don, c'est un gratuit. C'est une action communautaire solidaire. C'est un remploi des encombrants et ça a vraiment du sens. Parce qu'on sait quand même la précarité des étudiants, on sait que c'est toujours compliqué, arriver en début d'année, de pouvoir justement avoir un micro-ondes,
peut-être que tout et chacun on a des encombrants de ce type-là et ça a du sens. Ça a du sens, voilà, et au milieu, il peut peut-être y avoir aussi une filière de restauration du matériel, du petit électroménager, enfin, on peut tout Totalement. imaginer. Je profite de l'occasion, l'ADRI de notre convention a justement souhaité participer à cela. Il y a des ateliers qui doivent avoir lieu à l'université, donc on parle de 2 à 4 ateliers par an, qui vont permettre donc de faire en sorte qu'il y ait un technicien de l'ADRI qui vient, et la communauté, pas forcément que personnel, mais la communauté globale peut venir et apprendre à réparer. Parce que l'idée, c'est pas forcément de faire pour les autres, l'idée c'est d'apprendre à faire. De devenir autonome. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, Bruno Mallet d'Amour, merci encore pour ce voyage passionnant au niveau de la gestion raisonnée des déchets globalement, territorialement, à l'Université de Réunion. On voit que c'est une approche systémique qu'il faut avoir. En tous les cas, merci beaucoup, puisque cet épisode clôt les 3 parties, les 3 premières parties consacrées aux protecteurs, donc qui est le programme que vous avez mis en place à l'Université de la Réunion. Tout cela, donc cette causerie de la gouvernance, j'espère, inspirera peut-être des collègues, peut-être aussi peuvent-ils vous contacter. Tout à fait. Pour, si besoin, pour échanger, partager. Et puis, à très bientôt, certainement, pour d'autres causeries. Je pense qu'on abordera d'autres sujets. En tous les cas, merci beaucoup et bon courage pour toutes ces belles actions. Merci Christophe. Avec grand plaisir, je reviendrai. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à toutes et tous. Thank you.